Bien, bah, nous allons reprendre notre journée d'études commencée ce matin de façon très agréable avec des communications qui nous ont permis déjà d'entrer dans le sujet avec des perspectives ou des angles d'attaque différents. Et cet après-midi, l'intitulé de la session est polyphonie sociale. Alors, sociale peut-être en résonance avec l'actualité, je ne sais pas trop, et les manifestations des infirmières cet après-midi, enfin, du milieu hospitalier. Et nous allons donner la parole tout d'abord à Corinne Mancé-Caster, professeure à Sorbonne Université, qui va nous permettre, en tant que spécialiste du Moyen-Âge espagnol et de linguistique, de changer d'aire géographique et temporel avec une communication qui s'intitule « Le jeu subtil des discours sociaux sur la langue au XVIe siècle, dialogue et dialogisme dans El diálogo de la lengua de Juan de Valdés ». Voilà. Merci, rebonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler du dialogo de la lengua depuis une perspective un petit peu plus linguistique peut-être, mais qui, je pense, pourra rejoindre tout ce que j'ai entendu ce matin et qui m'a ravie. Alors, donc, en fait, si j'ai choisi de fonder ma communication, vous m'entendez bien? Oui? Oui, d'accord. Si j'ai choisi de fonder ma communication sur El diálogo de la lengua de Juan de Valdés, c'est parce que ce texte me semble exemplaire quant à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir dialogue et dialogisme. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'à l'époque de Valdés, le dialogue est un genre littéraire de haute et longue tradition, dont l'une des éminentes figures du passé fut celle de Lucien, qui incarne en quelque sorte à la Renaissance le dialogue écrit avec ces deux textes, le dialogue des dieux et le dialogue des morts. S'agissant plus précisément du dialogo de la lengua, publié en 1535, il est important de préciser que ce texte, qui précéda d'une vingtaine d'années environ la publication de la Grammatica Castellana de Villalón, représente donc avec la Grammatica de la lengua castellana d'Antonio de Nebrija l'un des premiers écrits en matière de description de la langue castillane, on va dire. Plus généralement, dans le contexte d'émergence et d'affirmation des langues vulgaires qui caractérisent le XVIe siècle dans toutes les romanes, le dialogue de Valdés s'inscrit dans la tradition renouvelée des dialogues écrits de la Renaissance portant sur des questions de langue et notamment sur le sort à réserver aux langues dites vulgaires par rapport au latin et au grec. L'originalité du dialogo de la lengua est d'avoir été écrit à Naples pour des nobles italiens qui souhaitaient connaître le castillan, ce qui a pour avantage de conférer un cadre roman à ce texte qui engage volontiers la comparaison avec le toscan, tout en multipliant la référence aux proverbes en langue castillane afin d'étayer une argumentation de type pédagogique. La particularité de ce texte, qui n'est ni une grammaire au sens de celle de Nebrija, ni un traité didactique sur la langue, est d'offrir une variété de points de vue sur la langue à partir de la mise en scène d'un dialogue où interviennent 4 personnages, 2 Italiens, Marcio et Coriolano, et 2 Castillans, Torres et Juan de Valdés. La forme dialogale choisie par Valdés, auteur, semble avoir pour premier objectif de refuser le discours monologique d'autorité tel que pouvait l'illustrer par exemple un texte grammatical comme la Grammatica de la lengua castellana d'Antonio de Nebrija. L'interaction verbale propre au cadre interlocutif du dialogue permet l'expression de points de vue divers sur la langue, laquelle nourrit aussi un dialogue interne auquel je vais m'intéresser plus spécifiquement ici. Pour rappel, ce dialogue interne, qui est une forme de dialogisation à l'intérieur du discours, peut s'appréhender, on l'a vu ce matin, sous 2 formes. Alors 3 formes, je vais moi l'appréhender sous 2 formes dans le texte. Celle d'un dialogisme interdiscursif qui fait de l'énoncé produit le maillon actualisé d'une chaîne verbale formée de maillons antérieurs, et celle d'un dialogisme interlocutif, par essence anticipatif, en ce qu'il vise à répondre par avance aux réactions et interprétations des divers interlocuteurs qui reçoivent le message du locuteur impliqué au moment précis où il va parler. Alors, je préciserai également qu'il n'est pas toujours si évident
d'établir une frontière étanche entre dialogisme interdiscursif et dialogisme interlocutif, dans la mesure où l'un et l'autre s'imbriquent parfois étroitement dans le texte. Je chercherai donc à montrer que volontiers, alors peut-être que je devrais préciser, mais je vais peut-être le faire après, ou je ne sais pas, bon, je préciserai après. Donc, je chercherai donc à montrer que volontiers silencieux sur les sources des propos qu'il attribue au personnage qu'il met en scène, Valdès, auteur, semble faire du dialogisme caché ou interdiscursif une arme au service de la construction de son autorité ou autorité de grammairien des usages. Position difficile à tenir au moment même où les vrais grammairiens, entre guillemets vrais, semblent être représentés uniquement par ceux qui privilégient la règle, comme ce fut le cas en latin et grec. Donc, en fait, là, c'est juste pour information. Il y a donc, en fait, une sorte de controverse au XVIe siècle entre ce que pourrait être une grammaire des usages, c'est-à-dire une grammaire qui collecterait simplement tous les usages et les valoriserait à peu près de la même façon, et une grammaire des règles qui imposerait une norme, pour aller vite, hein, en gros. Et donc, Juan de Valdés est du côté de la grammaire des usages, qu'on peut aussi voir comme une grammaire du sujet parlant. Donc, de fait, dans le jeu subtil de délégation de la parole et d'organisation de points de vue différents qui est au fondement du dialogue qu'il construit, Valdés réussit l'exploit de nous donner à entendre tout le disciple sur la langue au XVIe siècle, mais sans jamais véritablement le montrer. Et du coup, je vais utiliser la catégorie de l'évidentialité. Donc, par évidentialité, pour ceux qui ou celles qui ne le savent pas, on va entendre en linguistique tous les marqueurs qui vont permettre d'identifier l'origine et la source des discours qui sont produits. Et en ce sens, la catégorie de l'évidentialité peut être le moyen de faire émerger, en fait, de déterminer, d'identifier d'autres voies dans le discours. Ça va? Oui. Donc, voilà, donc je vais m'appuyer sur cette catégorie, sur ces marqueurs, en fait, d'évidentialité pour voir si dans le dialogue Valdés auteur va être plutôt du côté du dialogisme interdiscursif où en fait c'est seulement celui qui parle semble assumer seul ses propos sans référence à d'autres voix, ou plutôt sur le dialogisme montré qui serait plutôt du côté de la polyphonie énonciative. Et donc je ferai la distinction entre Valdés auteur aussi et Valdés personnage, puisque bon, on a deux figures qui ne sont pas nécessairement assimilables l'une à l'autre. Alors, je vais m'intéresser dans un premier temps au cadre de l'organisation et de la délégation de la parole dans le Dialogo della Lingua. Alors, le succès des dialogues écrits à la Renaissance tient sans doute au fait que la structure dialogale permet de confronter, comme je l'ai déjà dit, divers points de vue sur une même question à partir d'une figure centrale à qui est d'emblée concédée une forme d'autorité sur le sujet traité. Donc, ça peut déjà questionner le caractère véritablement dialogique de cette structure dialogale. Excusez-moi. Il est évident que les participants d'un dialogue ne peuvent occuper des positions identiques. Ça, c'est très important. Et que tout l'intérêt de la mise en place d'un face-à-face conversationnel réside dans la mise en évidence de la différence de ces positions. Qu'elles soient ou non instituées, ces positions sont appelées à évoluer au cours de l'échange du fait que le dialogue est mouvement et que penser avec les autres conduit presque inévitablement à changer de perspective. Dialoguer, c'est donc convoquer tout à la fois les pôles du commun et du différent, ou dit autrement, convoquer ce qui relie tout un chacun aux autres et au monde, mais aussi ce qui l'en distingue. S'agissant maintenant d'un dialogue écrit, il convient de rappeler d'emblée que tout est savamment construit et élaboré par une figure auctoriale, donc en l'occurrence Juan de Valdés, auteur. Ainsi, en tant qu'auteur du dialogo, Juan de Valdés apparaît comme la seule vraie voix représentante. Donc, je distinguerai entre la voix représentante qui est finalement celle qui organise à l'extérieur du texte l'écrit, le dialogue en fait en l'occurrence, et les voix représentées qui sont en fait celles qu'il va construire pour qu'elles s'expriment et qui vont donc occuper les différentes positions dont je parlais dans le dialogue.
Et de fait, donc, Valdès auteur va construire aussi sa voix représentée en tant que Valdès personnage et plutôt interlocuteur dans le dialogue. Parmi les intervenants qui participent à l'échange dialogal se trouve, comme je viens de le rappeler, ce personnage donc dénommé Valdès, qui pourrait être l'alter ego de l'auteur dans la mesure où lui est reconnu d'emblée une autorité au plan linguistique qui pourrait correspondre à celle des Juan de Valdès dans le monde extratextuel. Toutefois, cette assimilation entre les deux Valdès a ses limites dans la mesure où l'on observe que la voix représentante, à savoir le Valdès auteur, construit la voix représentée du Valdès personnage dans une forme d'altérité. Alors, pour illustrer cette forme d'altérité, donc je vais essayer de faire le partage d'écran. Je vais vous mettre donc une seconde. Et là, je prends le document. Alors, attendez. Vous voyez le document ou pas? Oui? D'accord. Donc, je disais que, alors, donc, je voudrais me illustrer en fait la forme d'altérité. Je ne vais pas nécessairement lire les citations, j'ai mis en rouge et en gras ce qui est important, et, parce que bon, ça risque d'être un petit peu compliqué sinon, au niveau du temps. Alors, alors ce que je voulais dire, c'est que précisément, l'altérité entre les deux figures se voit dans le fait que, alors que le Juan de Valdès auteur se propose explicitement de produire un ouvrage sur la langue castillane, donc sur une langue vulgaire, dans la mise en scène à l'intérieur du dialogue, le Valdès personnage s'offusque de l'idée même que l'on puisse prendre la langue castillane comme sujet de réflexion, et à tel point que Malfio, l'italien, le noble italien, donc en rouge, s'étonne, en fait, lui demande pourquoi il est si stupéfait du choix de cette thématique. Il lui demande aussi est-ce qu'il aurait réagi de la même façon au niveau, si c'était le latin, et naturellement, le Valdès personnage dit que non. Donc on voit qu'il y a un jeu qui s'instaure entre les deux figures, de façon à quelque peu brouiller les pistes. Et ce dédoublement de la figure de Valdès entre une figure extratextuelle et une figure intratextuelle, qui n'est pas construite sur le modèle de l'identité, illustre admirablement la capacité de Valdès auteur à se mouvoir dans le champ de la pensée de l'autre et à effectuer ce que Alain Rabatel appelle des déplacements empathiques. Donc, ça me semble extrêmement intéressant, cette notion de déplacement empathique et d'empathie, parce que, précisément, lorsqu'on met en scène un dialogue avec des personnages qui n'ont pas nécessairement les mêmes points de vue que l'auteur, cela suppose de la part de l'auteur une capacité de décentrement et en fait, cela lui permet de réfléchir aux diverses postures autour de la langue, de créer une énonciation autour de ces postures et précisément de construire des voix représentées qui sont susceptibles, elles, de se faire l'écho de tous les énoncés qui ont été tenus sur la langue castillane au XVIe siècle et avant, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'interdiscours sur les langues vulgaires en général et sur la langue castillane en particulier. Comment donc Valdès construit-il ses voix représentées au sein de son dialogue? Les locuteurs énonciateurs premiers qui en sont à l'origine et que nous identifierons comme étant les interactants du dialogue apparaissent-ils comme seuls responsables de leurs paroles? Donc, c'est en fait une question d'affichage. Il est évident, et je le dirai plus tard, qu'il y a énormément d'échos de toutes les controverses sur la langue dans le texte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir quel affichage choisit Valdès. Et donc, d'où l'idée de bien regarder quels sont les marqueurs qui permettent d'identifier des voix autres et celles qui semblent, et ceux, qui semblent faire des locuteurs ou des interactants du dialogue les seuls responsables de leurs propos, comme si les mots et les idées qu'ils énonçaient n'avaient jamais été énoncés avant. Alors, donc, leurs voix sont-elles habitées par d'autres voix, explicitement inscrites dans l'énoncé, soit au moyen de diverses formes de discours rapportés,
ou par l'explicitation de l'origine des informations transmises, ce que j'ai appelé marqueur d'évidentialité. Alors, donc, on se retrouve là, un des axes majeurs de la réflexion menée sur la question du dialogisme interdiscursif ou montré, que Jacqueline Autier Revue dénomme pour sa part, on l'a vu ce matin, hétérogénéité discursive ou montrée. Et donc, on va essayer de voir maintenant comment c'est mis en scène dans le dialogue. Et est-ce qu'on est plutôt du côté d'une polyphonie énonciative, où le discours du locuteur premier est pris dans le jeu des voix d'énonciateur, second, donc ce qu'on appelle l'hétérogénéité montrée ou le dialogisme montré, ou est-ce qu'on est plutôt dans le cadre d'une parole qui tait la parole des autres et se propose d'assumer seul les énoncés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour illustrer mes propos, je vais me fonder sur 4 extraits, vu le temps qui m'est imparti, qui me semblent illustrer, on va dire, les différentes stratégies que le Valdès auteur utilise. Donc, je vais m'appuyer sur des marqueurs textuels pour essayer de voir si la stratégie est plutôt d'utiliser le dialogisme interdiscursif un peu caché, ou le dialogisme montré qui nous situerait plutôt du côté de la polyphonie énonciative, ou s'il y a des jeux de brouillage entre les deux. Alors, donc je vais m'intéresser dans un premier temps à l'extrait 1 que vous avez sous les yeux. Donc ce premier extrait se situe au tout début du dialogue. Valdès, personnage, est interrogé par Marcio, qui est italien, sur ses réticences à considérer la langue vulgaire comme un sujet de réflexion sérieux. D'accord, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et le Valdès, personnage, va répondre. Et ce qui va m'intéresser, donc ce que vous avez dans l'extrait 1, je vais mettre l'accent sur he aprendido, aprendi, tengo razón de juzgar, etc. C'est-à-dire que ce que l'on voit, ce qui m'intéresse de mettre en évidence, c'est l'absence totale de référence à une quelconque source, à une quelconque origine du dire. Seule s'affirme une voix portée par un yo qui semble n'exprimer que sa conviction propre sur un sujet dont l'incongruité paraît telle, si l'on en croit sa stupéfaction. Par exemple, un petit peu plus loin, il dit aun con todo eso pienso que me burláis, donc montrant bien par là qu'il ne croit pas que cette question puisse être sérieuse. Et donc, cette incongruité, paraît montrer encore davantage que la réponse fournie par Valdès personnage ne pourrait être rattachée à d'autres sources énonciatives parce que ces interlocuteurs apparaissent finalement comme des personnages cocasses qui se moquent du monde. Donc, on voit ici qu'il n'y a aucun marqueur d'évidentialité, aucune possibilité de rattacher les propos du texte à des sources. Nous sommes obligés de nous référer à nos connaissances extralinguistiques pour savoir que c'était un sujet extrêmement courant à l'époque, que ce rapport entre, que la langue castillane, comme les langues vulgaires, constitue un thème majeur de la réflexion sur la langue au VIe siècle. Alors, l'extrait 2, donc dans l'extrait 2, je situe rapidement le contexte. Torres, qui est l'autre castillan intervenant dans le dialogue, vient de faire référence à la grammaire de Nebrija. Et pour Torres, qui est beaucoup moins cultivé que Valdès, donc il occupe un peu la position du bulgo par rapport à la langue. Pour Torres, Nebrija est une autorité majeure sur la langue et il s'étonne donc du peu d'enthousiasme que manifeste Valdès personnage à l'énonciation du nom de Nebrija. Et justement, Valdès personnage va lui répondre en utilisant un certain nombre d'arguments. Donc, vous avez Vos no veis, donc qui va m'intéresser, y no se puede negar. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on remarque, on a l'impression d'une discussion, d'un échange privé entre Torres, qui a sa propre conviction sur la grammaire de Nebrija, sur son vocabulario, et lorsque Valdès personnage lui répond Vos no veis, en fait,
c'est une sorte d'apostrophe par laquelle il interpelle directement Torres, lui demandant de voir les choses comme lui les voit. Et donc, là encore, on a juste un face-à-face intersubjectif, certes, mais sans référence particulière. Sauf que on a quand même un doute qui s'immisce avec l'occurrence d'une tournure impersonnelle. No se puede negar que era andaluz y no castellano, etc. Y que escribió aquel su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo escrito por burla. Donc, avec l'intrusion d'une tournure impersonnelle, on a une forme de mise en retrait du yo et peut-être l'idée d'une indexation à quelque chose, à une source, mais qui est toujours implicite et qui ne nous permet pas de décider de l'existence d'énonciateurs seconds ou pas. Mais on a quand même déjà une différence par rapport au premier extrait. Alors, concernant le troisième extrait, donc là, on est au cœur de la problématique du dialogue qui s'appuie beaucoup sur les proverbes, à tel point que ceux qui travaillent sur les proverbes ont trouvé vraiment là une source d'inspiration énorme. Et donc, dans ce troisième extrait, Valdés, personnage interrogé par Coriolano sur la comparaison possible entre des proverbes castillans et les proverbes grecs et latins, va mettre l'accent sur le caractère très populaire, en quelque sorte, des refranes castillans. Et en fait, quand on regarde sa réponse, on a à la fois, alors je vais essayer de ne pas me perdre, donc si on regarde la fin de la réponse donc de Valdés, la plus grande réplique, en gras, vous voyez que là aussi, on a des tournures impersonnelles. Los castellanos son tomados, son nacidos, lo mejor, où véritablement, on ne sait pas qui parle de façon... Enfin, il assume son propos, mais en même temps, l'usage de ces formules passives peuvent créer une impression de dilution de son propos dans d'autres voix qui seraient sous-jacentes, mais qui ne sont pas non plus citées de façon explicite. Mais on a aussi en rouge, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'attire déjà votre attention là-dessus, pero siendo muchacho, me acuerdo haber visto uno de algunos mal glosados. Donc là, on a une source perceptive, une source de direct, qui est Valdés lui-même, c'est-à-dire qu'il est finalement le centre de ce qu'il dit, c'est à partir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a lu, qu'il semble s'être forgé cette opinion. Donc, ça pourrait vouloir dire, si on prend en compte cela, qu'il est malgré tout, il assume malgré tout la responsabilité de son dire, indépendamment des tournures impersonnelles qui apparaissent après et qui créent encore un brouillage, comme je l'ai expliqué. Alors, je vais un petit peu plus vite. Donc, l'extrait 4, et qui sera le dernier avant l'analyse. Donc, dans l'extrait 4, on a un échange où questionné par Massio, donc noble italien, sur l'origine du castillan, mais en même temps sur la question de la langue originelle de l'Espagne. Valdés, personnage, réfère au discours tenu par ceux qui croient que la langue basque est la langue originelle de l'Espagne. Donc, c'est le début de l'extrait. Il va même jusqu'à dire « D'esta misma opinión fui yo un tiempo ». Et puis, il va prendre ses distances. Donc là, il va expliquer que la nouvelle opinion qu'il s'est construite sur cette origine, il va nous expliquer comment il a réussi à se forger une nouvelle opinion. Et on a précisément en esta opinión, donc la nueva opinión, et entrado por dos puertas. Donc d'un côté les historiens, et puis de l'autre côté, on a cuando me pongo a pensar en ellos, hallo que muchos de los que no son latinos o arábigos son griegos, los cuales creo sin falta que dasen algunas maneras de decir. Donc, en fait, ce qu'on remarque ici, c'est que l'origine, on a des marqueurs d'évidentialité, puisque il est fait référence à lo que por mayor parte son curiosos de estas cosas, tienen en creen, est-ce que la lengua que hoy, etc. Donc, on a bien une référence directe à des sources, à des livres existants, à des auteurs qui auraient construit une opinion, même si ces auteurs
et ses livres ne sont pas explicités, on ne sait pas de qui il s'agit, mais on a quand même une référence, un marqueur d'évidentialité qui nous montre bien que la source de cette première opinion n'est pas liée à des travaux personnels qu'aurait fait Valdès. Ensuite, on a une autre référence concernant les historiens comme autre source. Et puis ensuite, on retrouve Valdès comme centre de ce qu'il dit, de ce qu'il sait, puisque ce sont ses travaux personnels et ses réflexions propres sur l'observation des mots castillans qui l'ont conduit à formuler une nouvelle hypothèse sur l'origine grecque de la langue castillane. D'accord? Et donc, ce que l'on voit, c'est que dans l'affirmation de cette nouvelle position, il apparaît tout seul. On n'a que des marques de la première personne et comme j'ai dit tout à l'heure, mais pongo a pensar ayoke, etc. Donc, cette opinion, cette nouvelle hypothèse, on va dire, sur l'origine grecque de la langue castillane ne semble être partagée par personne d'autre et constitue ainsi une position d'extrême solitude qui le permet de se distinguer de sources auxquelles il a fait allusion sans les mentionner directement, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la possibilité à ceux qui le lisent, du côté de la réception, d'aller vérifier par eux-mêmes, d'avoir la possibilité de savoir de qui il parle et s'il a bien interprété leurs propos, etc. Donc, donc de ces extraits qui ont été cités, ce que je vais retenir, c'est que d'une part, il n'est pas toujours évident, à cause de ces tournures impersonnelles ou de ces formes passives, de savoir si les propos qui sont tenus par Valdès personnage, il les assume tout seul en tant que tel, sans qu'émergent véritablement des voix d'énonciateurs seconds, mais en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et par ailleurs, justement, l'impossibilité d'identifier la source de l'information transmise de façon claire rend en quelque sorte indécidable. En fait, on ne sait pas, indécidable une position qui serait en faveur du dialogisme interdiscursif ou du dialogisme montré, c'est-à-dire du côté de la polyphonie. On a une sorte de brouillage, quelque chose de très subtil, qui fait que finalement, il n'est pas évident de savoir ce qui se fait. Alors, du fait que le récepteur, le lecteur se trouve comme écartelé entre deux impressions contradictoires. De côté, il a le sentiment que Valdès auteur veut créer l'illusion que les locuteurs, que le Valdès personnage, met en scène et assume tout seul la responsabilité de ses propos, et de l'autre, il croit percevoir de façon extrêmement subtile une indexation plus explicite des énoncés à une doxa qui n'est jamais inscrite explicitement dans le texte, mais qui serait repérable de façon diffuse à travers les marques de l'impersonnel. Soit donc une forme de, je cite ici Robert Vion dans son article Dialogisme et polyphonie, une forme de dialogisme affleurant, c'est-à-dire quelque chose qui est véritablement intermédiaire entre un dialogisme interdiscursif, et un dialogisme montré. Alors, par ailleurs, on peut aussi émettre l'hypothèse, puisqu'on a vu que le Valdès auteur construit son dialogue autour de certain nombre de positions qui sont différentes selon le personnage, on peut imaginer que ces interactants peuvent être perçus comme des énonciateurs qui mettent en scène une polyphonie éclatée dont le locuteur serait Valdès personnage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, c'est comme si les énonciateurs n'étaient pas nécessairement inclus dans les répliques de Valdès, puisqu'ils étaient déjà construits par le dialogue, vu qu'ils posent des questions et font référence à des sujets qui sont d'actualité, qui sont brûlants, même si aussi ils semblent parler qu'en leur nom, sans qu'il y ait référence à d'autres sources explicitement. Donc,
Ce jeu de brouillage qui rend indécidable, on l'a dit, la détermination du type de dialogisme dont il est question, montre que quelque part, il y a une volonté de maintenir une sorte de prééminence du locuteur premier qui n'est pas nécessairement le porte-parole explicite d'autres voix, etc. Je n'insiste pas sur cet aspect. Alors, on pourrait se dire que peut-être que ces variations et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des jeux de brouillage seraient simplement dus à la distance historique, en fait. On pourrait imaginer que le choix du dialogisme interdiscursif serait motivé par le fait que pour les contemporains de Valdès, la source des informations était suffisamment limpide pour ne pas rendre nécessaire leur inscription de façon explicite dans les énoncés, puisque tous les thèmes dont il est question dans le Dialogo de la Lengua font l'objet de controverses et de débats incessants à son époque. Toutefois, les choix différents effectués par Valdès auteur pour des sujets qui ont la même importance à l'époque, comme c'est le cas par exemple de l'usage et de la règle à l'extrait 1, concernant l'extrait 1, ou par ailleurs l'histoire de l'origine de la langue. Donc on voit qu'il fait deux choix différents. Dans un premier cas, il n'y a que le yo, donc il y a un dialogisme interdiscursif, et dans l'autre cas, il y a l'explicitation plus ou moins voilée de sources et de voix autres. Donc cette différence nous montre qu'il y a sans doute une stratégie octoriale qui n'est pas due juste à une interprétation liée à la distance historique, mais peut-être à une façon de construire justement les voix représentées pour dire quelque chose. Alors, donc, puisqu'on l'a vu, la voix représentante sait inscrire dans les énoncés qu'elle attribue aux voix représentées des marqueurs d'évidentialité dont la fonction est de préciser les sources et l'origine de l'information transmise, ce qui a pour effet, je rappelle, d'inscrire explicitement dans l'énoncé les traces de voix d'autres énonciateurs, mais de façon extrêmement ténue, je le rappelle, c'est que précisément, il y a, comme je le disais, peut-être une stratégie derrière, et je vais essayer de voir ce qu'elle peut être. Alors, dans un premier temps, je rappelle que précisément concernant l'extrait 1, on sait que, et là je me situe du côté de la réception quelqu'un qui connaît à peu près les débats, donc qui va se référer à ce qui se passait dans l'extra-texte. Donc, polémique autour d'une grammaire des usages plutôt que d'une grammaire des règles. C'est une position qui n'appartient absolument pas à Valdès uniquement, elle est partagée par beaucoup d'auteurs, notamment dans ce qui constitue le secteur de la romanité en quelque sorte. Et de l'autre côté, pareil, alors donc il tait le fait qu'on ait parlé de ça avant lui autrement que comme il l'a fait, etc. Et en revanche, comme on l'a vu, pour l'origine, il va mettre en évidence l'existence de textes et de sources sur l'hypothèse basque, et etc. Donc, si on revient un petit peu aux 4 extraits de façon extrêmement rapide, je vais mettre en évidence quelques éléments que j'avais eus pour le moment. Alors, j'avais quand même précisé que Valdès personnage essaie de se présenter toujours comme la source du dire ou de l'information, mais là aussi de façon extrêmement subtile, ce qui fait qu'il est toujours susceptible d'apparaître comme la source de la responsabilité, la seule source de la responsabilité de ses propos. Et en même temps, on a ce petit jeu de brouillage que je rappelle rapidement. Alors, pour le premier extrait, pas de problème, on a dit il y a du jeu partout. Pour le deuxième extrait, on voit que l'interpellation vos noveis peut s'interpréter, je l'ai dit, comme une invitation faite par Valdès personnage à Torres de voir les choses comme lui, Valdès, les a vues, auquel cas la perception de Valdès serait ici encore la source du savoir, puisque le verbe ber est extrêmement important au niveau des marqueurs d'évidentialité, parce que la première source de tout savoir, c'est souvent la perception. Ce que l'on a vu, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai lu, quand on témoigne, ce sont des éléments. Donc le vos noveis peut mettre en évidence, puisque tu as lu
Nebrija, comment n'as-tu pas vu comme moi je l'ai vu, etc. Donc là encore, on aurait cette source du dire qui serait Valdés. Ensuite, pour l'extrait 3, en rouge, il y a me acuerdo haber visto. On retrouve ce verbe être. Valdés a eu en main, en étant jeune, un recueil de proverbes. Et en fait, ce qu'il dit ensuite des proverbes, on peut imaginer que ce livre a été le départ d'une quête, d'une recherche qui lui permet d'affirmer. Mais en même temps, ici, on voit que le yo est mis en retrait parce que les proverbes, c'est quand même difficile de se les approprier. C'est quand même un répertoire commun. Donc là, au niveau de la stratégie du marquage de l'évidentialité, il recourt à une forme qui peut être suffisamment générale pour laisser entendre qu'il parle, qu'il reprend la doxa en quelque sorte, mais au préalable, il s'est situé quand même comme source de ce qu'il dit. Et puis, pour terminer, on a le dernier extrait où justement, quand il s'agit d'une opinion qui lui semble erronée, il peut parler des autres, mais au moment où il va formuler une nouvelle hypothèse, il se retrouve encore comme seule source du savoir qu'il promeut. Donc, ce que l'on peut mettre en évidence, c'est que Valdés, auteur, choisit de taire autant que possible la parole de l'autre, la doxa, dans les énoncés qu'il attribue à Valdés personnage, ce qui le conduit aussi, pour la vraisemblance du face-à-face conversationnel qu'il met en scène, à rendre muette cette parole des autres dans les énoncés des interactants du dialogue. Comment aurait-il pu justifier en effet que ces interactants fassent sans arrêt mention à d'autres voix et que lui, Valdés personnage, les muselle dans ses réponses. Donc, d'une façon générale, on a ce dialogisme qui est plutôt interdiscursif. Et donc, on sait très bien que lorsque on lit d'autres dialogues de l'époque, d'autres écrits sur la langue, on voit à quel point le macro-énoncé que constitue le dialogo de la lengua est, je cite, rempli d'échos et de rappels de ces autres énoncés auxquels il est relié à l'intérieur d'une sphère commune de l'échange verbal, et comment, à travers les différentes voies représentées, ce macro-énoncé les réfute, les confirme, les complète, prend appui sur eux, les suppose connus et d'une façon ou d'une autre, compte avec eux. Fin de citation, donc je cite Bakhtin. En effet, au travers des quelques extraits cités de manière plus large tout au long du dialogue, il apparaît que Valdés représente, personnage bien sûr, représente un certain nombre de positions qui sont celles des camps, de l'un des deux camps opposés à l'époque. Donc lui, comme je l'ai dit, il est favorable à la grammaire des usages. Dans l'ère romane, on sait que Valdés occupe cette position majeure en Espagne. On peut parler de Beauvel en France. Pour la grammaire des règles, on a bien entendu Maigret en France, Nebrija en Castille et un petit peu plus tard Villalón. Bref, en fait, tout ça pour dire que l'expression reducir a arte, donc réduire en art, qui était justement l'objectif pour éviter que la corruption de la langue castillane continue, puisqu'il y avait derrière cette problématique de la corruption du latin qui s'était transformé en castillon, du grec qui s'était transformé en castillan. Bref, tous ces éléments font partie des débats récurrents au XVIe siècle. Et donc, je passe sur tout ça et j'en viens donc à ce qui est une amorce de conclusion. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, même si j'ai beaucoup, entre guillemets, sabré sur la partie de tout ce qu'on peut savoir des polémiques sur la langue, même si, donc j'ai sabré, je disais, on voit que le dialogo est traversé par tout le savoir commun sur les langues vulgaires au XVIe siècle et les controverses, toutes les questions qui sont posées renvoient à ces controverses, à ces débats. Et c'est pourquoi je disais qu'il rend compte de tout le disciple sur les usages sociaux de la langue et souligne l'étroit rapport existant entre langue et communauté d'usagers de la langue, indépendamment de toute norme arbitrairement imposée du dehors. Alors, donc, puisque, je l'ai dit, Valdés, auteur, est favorable à une grammaire des usages, à une grammaire du sujet parlant, le locuteur est donc premier pour lui.
Le locuteur est donc premier pour lui plutôt que la règle qui serait imposée du dehors et qui conduirait à éliminer, à abandonner certains usages au profit de cette norme, de cette supranorme en fait qui viendrait se mettre au-dessus de tous les usages. Donc il lui importe, et c'est là où je veux en venir, il lui importe de parler au nom du locuteur qu'il est, donc en son nom propre, au nom des usages qui sont les siens, étant donné qu'il est contre la règle. Il ne dit jamais que telle chose ne doit pas se dire ou que c'est incorrect. Il dit toujours, moi je dis ça, mais je sais que dans d'autres usages, on dit autre chose. Donc on voit bien que la position de sujet parlant, la position de locuteur qui renvoie au je ici présent, à moi en fait, à ce centre, à cette source centrée sur le moi est essentielle et peut expliquer justement la stratégie de musellement de la parole de l'autre dans son propos, même si il ne peut pas totalement la museler comme on l'a vu avec les jeux de brouillage. Et précisément, on peut voir que lorsqu'on lui pose, donc j'ai mis quelques extraits en vrac qui sont là, et on voit bien que c'est toujours une position subjective qu'il exprime, ce qui est complètement différent du discours d'une grammaire qui est totalement impersonnelle et qui utilise en fait tous les marqueurs de vérité alétique, comme quoi il n'y a pas de discussion possible. Donc lui, il va mettre bien creo, des verbes d'opinion. Il y a un que todo se puede decir, donc il va dire clairement que tout peut se dire. Sin condenar ni reprender nada, todavía tengo por mejor que el verbo vaya por sí, etc., etc. Y por esto digo, et on va voir aussi que cada provincia tiene sus vocablos propios y sus maneras de decir, donc façon de dire qu'il n'est pas possible, et il parle bien de las diversidades que hay en el habla castellano, etc. Donc tout ça en vrac, pour montrer à quel point il lui importe de mettre en évidence le sujet parlant, sa langue telle qu'il la parle, et non pas, on va dire, comme je l'ai dit, la mise en évidence du norme. Donc, de fait, n'étant pas à la différence de Nebrija, un professionnel des lettres et de la langue, Valdès ne peut construire la légitimité de sa position en faveur d'une grammaire des usages ou du sujet parlant qu'à partir de sa propre capacité à argumenter les usages qui sont sur les usages qui sont les siens, sur les préoccupations linguistiques qui sont les siennes. Il décrit donc bien plus ce que Saussure a appelé son sentiment de la langue, plutôt que la norme, on l'a vu, et en fait défend cette grammaire intuitive et vécue, grammaire subjective qui correspond à une conscience intuitive du fonctionnement de la langue, c'est-à-dire de la manière dont s'élabore et s'organise le sens à partir du discours. Mettre en exergue la subjectivité du sujet parlant face à ses usages et aux normes individuelles qu'il s'est imposées, et donc à une forme de solitude, est précisément l'un des objectifs prioritaires du dialogo de la lengua. Dans ces conditions, on comprend bien que la meilleure manière d'y parvenir est d'étouffer les voix du dehors, de ne pas les inscrire de façon trop explicite dans l'énoncé, tout en les laissant bouillir quelque peu, afin de préserver cette autonomie et cette subjectivité du locuteur, cette capacité qu'il a à s'approprier le fonctionnement de sa langue et à formuler des hypothèses nouvelles sur elle sans se trouver empêché par tout ce qui a pu être dit avant. En ce sens, on trouve donc logique que Valdès, auteur, ait privilégié le dialogisme interdiscursif en lui créant par endroits une version alternative que l'on a appelée, suite à Robert Vion, dialogisme affleurant, qui indexe implicitement les voix du dehors, mais sans leur laisser la possibilité d'écraser celle de la voix représentante, qui peut mieux affirmer ainsi son autorité de grammairien des usages, position qui est déjà en net recul au deuxième tiers du XVIe siècle et qui va reculer encore avec la prolifération à partir de 1550 de grammaire normative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne, pour cette communication très riche et qui nous a rappelé, d'une part, la place des dialogues à la Renaissance comme espace de réflexion, finalement, sur des sujets importants, et d'autre part, de nous avoir montré aussi que le dialogue est un espace
de stratégie, alors pour le coup, là, très subtile, hein, de stratégie langagière très subtile pour parler de la langue. Voilà. Alors, si certains, on a un temps d'échange pour des questions, alors vous pouvez ou lever la main ou activer le micro. C'est moi. Alors, Clémentine. Oui, merci à Corinne. Je reconnais toujours la puissance de son propos quand elle se met en demeure d'aborder un sujet. Alors, vraiment, alors les différentes catégories de dialogisme que tu manies de façon très savante, parmi toutes ces modalités, il y en a une en particulier justement que tu as reprise. Et ce que je voudrais bien comprendre, c'est concernant le type de grammaire, donc qui est celle qui concerne le dialogo de la lengua, qui est une grammaire des usages et non pas une grammaire de la règle. Ce que j'ai bien retenu, et j'aimerais savoir si j'ai bien compris, c'est que donc de façon pas vraiment très directement compréhensible, il s'accorde quand même la première place dans le discours, même s'il fait référence à tous les discours qui ont été développés sur l'existence de la langue, sur la primauté d'une langue par rapport à une autre, etc. Mais alors, ma vraie question, je ne veux pas être trop longue, ma vraie question est la suivante. Comme nous avons travaillé ensemble justement sur une grammaire de la règle qui est celle de Billy Allen, je me souviens que en ayant travaillé ensemble, il y avait aussi chez lui, chez Billy Allen, parfois une intervention du yo, de la première personne, une subjectivité pour mettre en évidence que malgré tout, sa grammaire de la règle, donc qui était une grammaire consécutive à celle de Nebrija, était quand même la grammaire du castillan, la bonne grammaire du castillan qui se dégageait enfin du poids de l'influence du latin. Alors, ce que je voudrais savoir, si on peut mettre sur le même plan le propos de celui qui écrit le Dialogo de la Lengua et le propos de Billy Allen en tant que grammairien de la règle. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, je pense avoir compris. En fait, je ne sais pas si on peut mettre sur le même plan, mais ce qui apparaît clairement, comme tu le sais, Billy Allen fait comme si la grammaire de Nebrija n'existe pas. Donc, il peut aussi apparaître comme le premier grammairien de la règle en castillan. Et donc, lorsqu'il énonce une règle qui a été énoncée par Nebrija, lorsqu'on compare les deux textes, on le voit très clairement, mais qu'il prend un peu ses distances avec cette règle, notamment, par exemple, il ne reconnaît pas l'existence de l'article elle, etc. Il appelle article lui, les prépositions, etc. Lui, il va dire y por esto digo. C'est-à-dire qu'effectivement, on va voir le surgissement de ce yo, mais c'est pour énoncer une règle. Tu vois, tandis que Valdés, c'est pour énoncer l'usage qui est le sien et qu'il ne veut pas constituer en règle, puisque les seules voix vraiment diffuses que l'on entend, un peu plus clairement, ce sont les voix des autres usages dans son texte. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est une stratégie aussi d'affirmation du jeu. Mais dans le cas de Nebrija, c'est pour étouffer totalement la voix de... dans le cas de Billy Allen, c'est pour étouffer totalement la voix de Nebrija, alors que des fois, il le traduit littéralement. Enfin, il le paraphrase, littéralement. Oui, je comprends très bien.
Oui, d'autant plus que nous avons travaillé justement sur ce texte et que on sait très bien la dette qu'il a envers Nebrija. Donc, merci beaucoup. D'autres questions? Pas de petite main levée. Juste Oui. un commentaire. Graciela. Ce qui me semble très intéressant, Corinne, de ton exposé, c'est que tu mets en avant la dimension argumentative très très forte et souvent implicite, mais le dialogue, ce n'est pas par hasard que la philosophie, etc., présentée sous forme de dialogue, Platon, etc. Et donc, et parfois, nous avons moins présent cette dimension et dans les formes modernes des l'essai, etc. Et mais je pense que c'est un pan qui est toujours là quand même quand le dialogue est utilisé autrement. Et je pense que ça illumine aussi pour ceux qui sommes, et même quand on le pense littérairement. C'est pour ça que aussi quand on a fait les cadrages de ce colloque, il y a tout de suite les analyses du discours politique, etc., qui arrivent. Et je pense qu'il y a cette dimension-là que tu as mise en valeur. Bon, je te remercie pour ça, parce que je pense, et en plus sur la langue, en plus, dans ton cas. Donc, merci, c'est juste un petit commentaire. Merci. Pas d'autres interventions? Oui, moi j'aurais. Oui, je- David. oui, j'aurais bien aimé réagir. Oui, j'aurais bien aimé réagir aussi. Je voulais féliciter Corinne d'abord pour sa conférence que j'ai trouvée passionnante et très claire. J'aurais voulu faire une observation et poser une question à partir de l'observation en faisant une petite recherche rapide avant le colloque sur ce que c'était que le dialogue de la lingua. J'étais amusé de voir que en fait l'œuvre n'a été rééditée qu'au XVIIIe siècle, en 1737. Et c'est intéressant parce que c'est la même date et la même personne qui a édité l'œuvre donc c'est Gregorio Mayans, qui est le premier grand biographe de Cervantes. Donc c'est intéressant que l'année 1737 se constitue le canon, disons, linguistique et littéraire. Gregorio Mayans qui récupère deux personnages qui ne semblent pas, si j'ai bien compris le propos de Corinne, être des personnages complètement orthodoxes. Si je comprends bien, la position de Valdés était moins canonique, j'ai cru comprendre, que celle de Nebrija, qui représentait davantage une certaine norme. Hein. Et donc, bon, ça c'est le premier point. Et donc, Mayans, donc, il réédite l'œuvre en changeant légèrement le titre. Il rectifie en Dialogo de las Lenguas. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des comparaisons dans le dialogue avec l'italien ou si c'est parce qu'il considère que Valdés prend en compte la pluralité du castillan, ces différents usages que tu as évoqués, Corinne. Et donc, ma question, qui est une question simplement purement informative, tu as parlé du rapport de force un petit peu à la fin de ton exposé entre les deux courants, le courant plutôt normatif et le courant qui défendait plutôt une grammaire des usages. Et est-ce que tu pourrais simplement revenir là-dessus, parce que j'ai pas bien compris, pardon, au moment où écrit Valdés, quel était le rapport de force entre ces deux écoles, ces deux courants? Oui, alors donc d'accord, je vais commencer par la fin. Donc, le rapport de force entre ces deux courants était en défaveur de Valdés. Parce que, en fait, Valdés n'était pas à proprement parler, comme je l'ai dit, je n'ai pas de terme véritablement adapté. Il n'était pas un professionnel de la langue comme Nebrija, sachant que le terme de grammairien, grammaticus, etc., était réservé à ceux qui faisaient des grammaires en latin. Il n'y avait pas encore vraiment de terme pour ceux qui réduisaient en art, justement, les langues vulgaires. Mais en tout cas, il n'est pas spécifiquement dans le champ de la langue. Mais il observe, il réfléchit. Et donc, comme Beauvel en France, et il est totalement favorable à la liberté, en fait, des usages, parce qu'il considère que la langue, c'est d'abord quelque chose qui appartient à la communauté des usagers et que personne ne peut se l'approprier et décider qu'un usage est déficient ou non adapté par rapport à un autre. Et en ce sens, dans la mesure où il importait, même au niveau, parce que Nebrija va adresser le prologue de sa grammaire à la reine et que
justement, avec l'histoire de la conquête, il veut que la langue castillane soit fixée pour qu'elle ne soit pas corrompue. Tandis que le courant de Valdés n'est pas du tout totalement dans cette idée de corruption. Il a plutôt l'idée que la langue castillane doit quelque chose d'important au grec ou même au latin, mais que c'est une langue nouvelle qui n'est pas plus corrompue qu'une autre. Donc, il est dans une position marginale parce qu'il y a une urgence, en fait, pour beaucoup d'États, entre guillemets, et on voit que c'est le cas notamment pour le Toscan, où on essaie à partir des écrits littéraires de forger une forme de langue italienne qui soit respectueuse, qui soit un mélange des différents usages. Donc, on a plusieurs positions, mais en tout cas, on veut fixer une langue pour qu'elle arrête d'être corrompue. Et en ce sens, si on a... donc, sa position est marginale et elle va être de plus en plus marginalisée, d'autant que le dialogo sera très peu diffusé au XVIe siècle. Il va vraiment connaître une véritable diffusion avec la réédition dont tu as parlé en 1736-37. Et du coup, voilà, il n'y aura pas vraiment une influence, de même que la Grammatica de la Lengua Castellana de 1492 n'a pas non plus été très diffusée à l'époque. Alors, s'agissant du Dialogo de las Lenguas au pluriel, autre originalité de Valdés, c'est qu'il parle beaucoup de la langue arabe. Il parle beaucoup de tout ce que le castillan doit à la langue arabe. Et là encore, c'est quelque chose qui est nouveau et qui lui permet, en plus des usages, de montrer qu'on est vraiment dans une dimension polymorphe et qu'il serait véritablement dommage d'en chercher, d'en garder le squelette, en fait, avec la norme. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Oui. Parfait, parfaitement.